Alors, il y a un deuxième élément qui me fait peur, et ça concerne évidemment notamment ceux qui t'écoutent régulièrement, ceux qui nous écoutent, c'est qu'on me dit, oui, mais c'est pas grave, il y a l'épargne des Français qui arrive en caution, tu vois. Attendez, mais ça c'est un scandale dramatique. Je rappelle que l'épargne, c'est privé. Là, on parle de dépenses publiques. Donc, tu vois, ça fait peur quand même. C'est-à-dire quoi? On va nous spolier, on va nous dire, voilà, on peut puiser dans l'épargne des Français. Ça, c'est un vrai danger. Et moi, justement, j'alerte depuis déjà pas mal de mois, voire d'années sur ça. J'espère que ça n'arrivera jamais, bien sûr. Mais ça, c'est le vrai danger. Parce que comme tu le sais, nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a un poids de dépenses publiques, des impôts et des dépenses publiques aussi d'ailleurs, aussi élevé par rapport à son PIB. Donc, on va pas pouvoir encore augmenter. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Ben voilà, l'épargne. Et donc ça, c'est il faut être très vigilant sur ça. Alors, bien, je rassure quand même les Français qui nous écoutent, on ne va pas se polir, il ne faut pas prendre tout l'épargne. Là, ça serait l'URSS, justement, ou le Venezuela. Donc j'espère qu'on n'arrivera pas là. Mais c'est sûr que, globalement, il y a une tentation de se dire, bon, allez tiens, on va prendre un petit pourcent. Tu vois. Alors, moi, je suis déjà plus âgé, donc j'ai connu ça. Tu vois, en 91, j'étais très jeune déjà à l'époque, mais Michel Rocard, qui était Premier ministre à l'époque, a dit, bon, on va créer la CSG pour financer justement le trou de la Sécu. À l'époque, on parlait du trou de la Sécu, on dit que mais ça va, voilà, ça sera pas énorme, ça sera juste 1%, on va vous prendre un petit pourcent en plus d'impôts, ça va passer, on va financer la sécurité sociale. Sauf qu'aujourd'hui, tu le sais très bien, la CSG, elle a augmenté à 9,2%. Quand tu prends la CSG plus les cotisations sociales sur l'épargne, on est à plus de 17%. Donc, tu vois, quand on te dit 1%, ça peut monter à 17%. Pareil sur la CRDS, c'était créé par Alain Juppé, donc gauche comme droite, hein, et qui avait dit à l'époque en 96, la CRDS, ça va pas durer longtemps, ça va durer quelques années. Voilà, on est en 2025, c'est toujours là. Tu vois. Donc, faire attention à ça. La tentation est très forte de nos dirigeants. Comme ils ne veulent pas baisser la dépense publique, ben, ils ont tendance à vouloir augmenter en permanence les impôts. C'est exactement ce qui se passe. On n'a pas arrêté d'augmenter les impôts depuis 30 ans, même 40 ans. Et plus tu augmentes les impôts, plus tu casses l'activité économique. Tu vois, moi, ça me rend fou. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on apprend en première année d'économie. Comme j'ai été là, j'ai été prof à la fac. Donc, ce qu'on apprend, c'est très simple. Hein. Si on augmente trop les impôts, ça casse l'activité économique. Donc, ça fait baisser la croissance. Donc, ça fait baisser ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc, tu ponctionnes plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, à la fin, tu as moins de recettes fiscales. C'est le b.a.-ba. Mais que des personnes intelligentes, quand même, nous disent aujourd'hui, non, on va quand même encore augmenter les impôts un petit peu. Ce n'est pas sérieux. Encore une fois, je le redis. C'est extrêmement grave. Surtout, comme tu le sais bien, qu'on est dans un monde ouvert. Et si aujourd'hui tu augmentes les impôts, bah, évidemment, tu vas avoir des entreprises, des particuliers qui vont quitter la France. Ça a déjà commencé. Hein. Et ça va continuer. Quand Macron est arrivé en 2017, il a fait croire que tout allait bien se passer, etc. Donc certains ont arrêté de partir, voire certains sont revenus. Puis là, on voit la situation. Donc là, de nouveau, il y a de nouveau un exode fiscal. Faut faire très attention à cela. Et donc si tu t'amuses à augmenter encore les impôts, évidemment, tu risques d'avoir cet exode qui va être très douloureux pour l'économie française. Juste pour contrebalancer un peu, c'est vrai que tu as dit qu'on a moins d'actifs que de dettes. Si on prend juste la dette, pas la dette future, mais les 3 500, au final, on a quand même plus d'actifs puisqu'on a 4 500, tu as dit, de milliards. Oui, il reste, heureusement. Non, mais juste pour remettre, pour contrebalancer un peu, c'est vrai que tu dis aussi qu'il y a beaucoup de prélèvements obligatoires. On est un des pays les plus taxés, évidemment. Mais c'est aussi parce qu'en face, il y a beaucoup de dépenses publiques. Et donc, il y a aussi une redistribution et des services sociaux, etc. Et en France, on a un système social, un des plus avancés quand même au monde. Et tu parles aussi de baisser les impôts. C'est vrai que depuis 2018, les impôts ont pas mal baissé. On a vu la flat tax, on a vu l'impôt sur les sociétés qui ont baissé, la taxe d'habitation qui a été enlevée, etc. Est-ce que du coup, ça suffit? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour toi? Comment on pourrait faire? Plusieurs questions, effectivement. Alors déjà, tu as raison de le dire, on est numéro 1 du monde des dépenses publiques. Sauf que quand tu regardes l'état des services publics en France, malheureusement, c'est plus ce que c'était. Quand tu regardes la redistribution, c'est plus ce que c'était. Tu vois, moi, je peux en parler, je viens des cités HLM d'Orly. Tu vois, si tu fais mon histoire, je viens des cités HLM d'Orly, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Tu vois. Donc, je connais bien. Et j'ai démarré tout en bas. Tu vois. Mais à l'époque, on avait quand même un espoir, effectivement, de monter. J'avais une bourse, parce que mes parents n'avaient pas les moyens de payer mes études, etc. Et voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Mais combien ont réussi à s'en sortir? Et surtout aujourd'hui, quand tu vois que tu as un taux de chômage des moins de 25 ans, de 60% dans les cités HLM, de françaises, hein. Tu dis, c'est quoi l'avenir pour ces jeunes? C'est quoi? C'est le deal, c'est donc espérance de vie qui va évidemment réduire. C'est pas sérieux, encore une fois. Donc c'est très dangereux, surtout pour la stabilité sociale et sociétale. Tu comprends? Moi, je parle en connaissance de cause. Donc bien sûr qu'il faut de la dépense publique, mais bien allouée. Tu vois, si à la rigueur, effectivement, tu as une dépense publique énorme, mais que tu as une croissance forte, que tu as le plein emploi, que tu as une baisse de la pauvreté, que tu as une baisse des inégalités, tu peux dire au diable l'avarice, vas-y, on continue.
tu vois. Mais ce n'est plus le cas. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas un problème de quantité de dépenses, mais de qualité de ces dépenses. Tu comprends? Donc c'est ça le vrai enjeu. Est-ce que tu parlais par exemple de l'administratif? Exactement. C'est ça. Le problème, c'est que, encore une fois, quand tu regardes depuis 2021, les dépenses de fonctionnement de la puissance publique ont augmenté de quasiment 100 milliards d'euros. Tu te rends compte? 22% de hausse. Alors que sur la même période, les dépenses sociales ont augmenté de 11,5%. Tu vois, quasiment du simple au double. Donc, tu vois, c'est pas du social. Tu comprends? Donc, voilà, c'est... Bon, on connaît le millefeuille administratif, etc., tout ce que j'appelle les ODAC, organismes divers d'administration centrale. Il y en a 700 en France. Ça coûte 140 milliards d'euros par an. Je ne dis pas qu'on doit tout arrêter, mais quand même 140 milliards. On sait très bien que des fois, ce n'est pas hyper efficace, tu vois ce que je veux dire? Donc on peut réduire au moins de 50 milliards. Ce qu'on appelle le millefeuille administratif, ça veut dire les doublons, ça coûte à peu près 10 milliards d'euros par an. Tu vois. Les problèmes également de réglementation, tatillonne, etc., ça coûte là aussi des milliards. Tu vois, donc il faut optimiser, il faut repenser. Moi, je suis, encore une fois, pour la dépense publique, mais il faut la repenser. D'ailleurs, quand tu parles effectivement de la dette publique, bien sûr, 3 500, 4 500, ça c'est la puissance publique totale. C'est-à-dire dette publique 3 500, actif 4 500. Mais si tu regardes l'État en tant que tel, là, l'actif net est négatif depuis déjà 20 ans. Oui. Tu vois. Donc, voilà. Mais on ne va pas s'amuser, effectivement, à vendre tous nos actifs. J'espère pas. Sinon, tu comprends, sinon c'est que ça va très très mal. Tu vois. Ouais. Donc, c'est ça qui fait que, voilà, on y a un vrai problème. Et donc, c'est pourquoi moi, je suis pour sauver notre modèle social. Mais pour ce faire, il faut moderniser notre économie. Et ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Parce que justement, les dirigeants français sont dans la fuite en avant permanente. Et on l'a bien vécu à l'époque du coronavirus. Alors, on savait qu'au début, on croyait que c'était la fin du monde. Donc là, ils ont lâché n'importe comment. Moi, j'étais contre. Déjà, je pensais qu'il fallait réorienter. Mais bon, je n'ai pas été écouté, c'est pas grave. Mais après, c'est-à-dire en 2021, par exemple, moi j'ai été à Bercy, voir Bruno Le Maire notamment, et puis d'autres économistes qui étaient là, etc. Il a fait une grande réunion. Et moi, j'ai dit simplement, écoutez, il faut arrêter d'augmenter la dette publique, là, parce que les taux d'intérêt vont augmenter. Qu'est-ce qu'on m'a répondu? Qu'est-ce qu'on m'a répondu les hauts fonctionnaires? Et puis d'autres économistes également, voilà, qu'on connaît. Ah ben non, mais on s'en fiche complètement de la dette publique. C'est pas grave. On va la faire rouler. Et de toute façon, c'est la BCE qui finance avec la planche à billets, donc les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Voilà ce qu'ils m'ont sorti, les mecs. Excuse-moi l'expression, mais c'est-à-dire que, tu vois, c'est quand même incroyable. C'est un manque de discernement inadmissible. Tu comprends? Quand tu diriges un pays comme la France, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et surtout, regarde le résultat aujourd'hui. Tu vois, quand on dit oui, je crois que M. Macron dit oui, j'ai sauvé la France, M. Le Maire dit oui, j'ai sauvé la France, mais attendez, tu vois, ce qui compte, c'est pas à l'instant T, de toute façon, on est dans le court-termisme, ce qui compte, c'est sur la durabilité. Et là, ça devient extrêmement dangereux. Donc pour te dire que, voilà, bien sûr, on a une situation aujourd'hui qui est quand même très, très compliquée. Je te rejoins sur certains points, évidemment. Et je trouve des fois qu'on perd un peu de vue aussi, effectivement, notre modèle social, et c'est tout bête, mais aux États-Unis, par exemple, ils ont très peu de retraites par l'État. Une petite anecdote, c'était un journaliste qui était ultra-libéral, tu sais, et qui était parti vivre aux États-Unis parce qu'il croyait à fond au modèle américain. Il a eu une maladie du cœur, je ne sais plus comment il s'appelle ce journaliste, une maladie du cœur, là-bas, il a payé 250 000 euros. Pour l'opération. Il est revenu en France, évidemment. Et il a changé un petit peu d'opinion par rapport à ça. C'est vrai que c'est des choses qu'il faut qu'on défende en France. Et juste pour terminer, pareil sur l'université, l'école, je crois la petite anecdote aussi, c'était Barack Obama qui, pendant son mandat, avait encore de la dette pour payer son université. Bien sûr, mais si tu veux, tout le problème, c'est la règle du jeu. Ouais. Effectivement, je ne dis pas que le modèle américain est mieux que le modèle français, bien entendu, parce que justement, moi je trouve que le modèle français, c'est le meilleur. Mais quand il marche, faut le défendre, quand il marche. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fonctionne quand tu as un ascenseur social, quand tu réduis les inégalités, quand tu réduis la pauvreté. C'est le meilleur modèle, il n'y a pas de discussion, tu vois. Le problème, c'est que ça ne marche plus.